ma musique est très bien consommée en Afrique. Et c'est en Afrique que je suis la mieux rémunérée. C'est en Afrique que vous êtes la mieux rémunérée. C'est important que les gens entendent. Très récemment, j'accepte aussi qu'il y a quelques notes que j'utilise ou quelques tonalités que j'utilise qui font écho et qui parlent aux personnes qui sont plus sensibles aux réactions des cellules. Tradition ou modernité? On a invité. Tradition. Je pense que quand on sait les objectifs qu'on a à atteindre et qu'on se dit vraiment qu'on en est capable, on y arrive. Ouais. Nous avons la chance de réaliser que nous avons été choisis par la musique, en fait. C'est ce que vous dites. C'est profond, c'est très profond. Welcome to Gilles, Nadia and Friends podcast, where we speak about exciting and inspiring people. And today we have an extraordinary guest. Bienvenue au podcast Gilles, Nadia and Friends, où nous parlons de personnes exceptionnelles. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Pepe Oleka. Je suis ravi d'être avec vous. Très ravi aussi. Oui, je crois qu'on s'est donné le mot. On est habillé en tenue africaine, une excellente designer. Je crois que vous la connaissez bien. Couleur Indigo. Un formidable travail. Absolument, absolument. Très bien, rentrons dans le vif du sujet. Pepe, votre parcours vous a amené du Nigeria au Togo, au Bénin et bien au-delà. Et la musique que vous faites, riche du patrimoine culturel de ces pays, raconte une histoire, votre histoire. Qu'est-ce qui a façonné votre voix et votre identité d'artiste? Je suis née au Nigeria et j'ai grandi en partie au Togo, au Bénin, élevée par ma famille maternelle, parce que mon père, qui est nigérian, n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Et paix à son âme. Et donc, du coup, j'ai reçu une éducation à la béninoise, mais très ouverte sur le monde et avec tous les souvenirs que j'ai quand même gardés des 5 premières années que je passe avec mon père et ma mère ensemble. Excellent, excellent. Et dès votre plus jeune âge, vous avez été exposé à de larges éventails d'influences musicales. Je crois que votre père a connu le grand musicien Fela, oui. Mais également des musiques traditionnelles, Bob Marley, que vous entendiez beaucoup chez vous, et puis Myriam Makeba. Comment ces influences vous ont influencé votre son? Myriam Makeba, ce sera un peu plus tard, quand je deviens chanteuse de cabaret. J'entendais déjà ces chansons à la radio, mais c'est quand je deviens chanteuse de cabaret il me fallait trouver une ligne, quelque chose qui me ressemble. Et naturellement, Myriam Makeba est venue mettre sa couleur. J'ai beaucoup écouté Myriam Makeba, j'ai beaucoup écouté Billie Holiday, j'ai beaucoup écouté Sarah Vaughan. Et toutes ces chanteuses ont quelque chose qui circule dans ma musique aujourd'hui. Et oui, ça m'a beaucoup nourri. Extraordinaire, et je le ressens beaucoup. Et quand vous parlez de ces musiciennes américaines qui sont aussi, pour certaines, passées par la chorale, qui vous a influencé également, et je pense à Whitney Houston également, qui est passée par là. C'est une école de formation quelque part, la chorale. Mais comment est-ce que ça a influencé votre parcours? Alors, pour moi, c'est à partir de l'adolescence, je rejoins ma mère au Togo. J'étais pas très facile, j'étais pas une adolescente facile. Et il fallait trouver quelque chose qui allait m'aider en tout cas, à supporter ce processus d'une fille qui devenait une femme et qui comprend pas trop ce qui se passait dans son corps et qui n'accepte pas son histoire et qui n'accepte pas la complexité de son histoire familiale, parce que j'avais une histoire familiale assez difficile et qui en voulait au monde entier. Et c'est seulement la musique qui arrivait à me réconcilier le temps de la musique avec le monde, avec les gens, avec ma mère. Et donc,
je voulais faire de la chorale parce que je m'y sentais bien. Dès que je commençais à chanter, c'est comme si tout allait bien et qu'il n'y avait plus rien, plus rien ne comptait. Et donc, c'est comme ça que je m'inscris dans plusieurs chorales. Je voulais passer le plus de temps possible à chanter. Et bien sûr, il y a le côté formateur de la chorale. Moi qui j'ai pas fait d'école de musique, c'est la chorale qui m'apprend la majorité de ce que je sais aujourd'hui. Après, bien sûr, je prends des notions du solfège plus tard, quand j'en ai eu les moyens, le temps et l'opportunité. Mais c'est grâce à la chorale que je commence véritablement à penser que je pourrais devenir une chanteuse. Ah, d'accord, c'est un parcours assez remarquable. Donc, une fille avec une enfance un peu difficile. Et la chorale, la musique adoucit les mœurs, dit-on, et ça vous permet de vous c'est le cas de le dire. Votre musique mêle des rythmes africains traditionnels et des sonorités très modernes. Comment parvenez-vous à réconcilier l'authenticité avec cette évolution créative? Je parlais de chorale tout à l'heure, mais quand je décide véritablement de faire de la musique mon métier, je commence par choriste. J'étais choriste, j'accompagnais plusieurs artistes et j'avais remarqué qu'on m'appelait pour une raison très précise, que j'avais un timbre particulier. Alors, je comprends plus tard, j'avais pas vraiment conscience au début. J'avais un timbre particulier, mais j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est cette influence traditionnelle. Je travaillais en chorale, mais j'aimais beaucoup aussi aller m'asseoir et regarder les femmes chanter du Agbaja lors des rassemblements du dimanche à Lomé. Et ces femmes qui faisaient du Agbaja les dimanches, c'était pas des chansons d'église, c'était des chansons du couvent, c'était des chants du couvent, des chants traditionnels du couvent. Et moi, ça m'hypnotisait, ça me procurait quelque chose de surdimensionnel. Je n'arrivais pas à expliquer. Et c'est plus tard que j'arrive à mettre les mots. J'avais un appel à ce niveau-là. J'avais quelque chose à porter à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait véritablement ma signature. Bien sûr. Je trouverai le temps, je prends le temps d'aller explorer, évidemment, tous ces chants de couvent, tous ces chants traditionnels qui apportent aujourd'hui la consistance à ma musique. Oui. Je vais sûrement mal prononcer les noms suivants, mais vous me corrigerez. Des chansons comme Mama ou Ganwoo, c'est ça? C'est exactement ça. Véhiculent des messages émotionnels et culturels profonds. Ouais. Quelles histoires avez-vous le plus à cœur de raconter à travers votre musique? Je pense que quel que soit le thème que j'aborde dans ma musique, j'essaye de trouver une autre lecture, une lecture plus profonde, plus spirituelle, plus proche de nos traditions, qui partagerait une information qui n'est pas évidente au premier abord. Et même les textes, ma façon d'écrire va aller sur un fond B plus soutenu. Puisqu'il y a plusieurs façons d'exprimer les choses dans la même langue, dans la même façon de parler de tout le monde, mais que tout le monde n'utilise pas. C'est ce qu'on appelle la langue soutenue. Et j'ai besoin que les gens apprennent, aillent parcourir des sens plus profonds, peu importe les thèmes que j'aborde. Donc je peux très bien chanter Maman, mais dans Maman que vous venez de citer, par exemple, j'essaye d'aller au-delà des mères qui sont vivantes. Je parle aussi des mères qui ne sont pas de ce monde sans pour autant prononcer ça. C'est tout. C'est là la complexité d'écrire une chanson dans nos langues et de réussir à faire ressentir des choses aux gens. Et aussi travailler sur les clips. Je co-réalise toujours mes clips, les images, les costumes. J'ai besoin de les maîtriser un peu pour être sûr que ça partage vraiment ce que je veux dire par les textes, aussi simples qu'ils soient. Mais parmi ces deux titres, je dirais que Ganwoo,
est une chanson qui exprime parfaitement mon état d'esprit permanent. Parce que dans cette chanson, je dis que si il était nécessaire de porter des vêtements en fer, ce serait peut-être quelques difficultés seront peut-être plus supportables. C'est ma lecture des choses. Ouais. C'est une belle image. La musique a le pouvoir de guérir. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, et particulièrement chez nous en Afrique. Nos ancêtres avaient cette connaissance de la musique. Et certaines fréquences, en fait, ont un effet extraordinaire sur la personne. De créer des liens et d'inspirer. Quelle responsabilité ressentez-vous en tant qu'artiste représentant la culture africaine? Aujourd'hui, j'ai conscience que ma musique apporte beaucoup. Alors, j'ai souvent été contactée par des centres de psy, par des familles de personnes en fin de vie, là récemment, j'ai dû créer une musique pour des personnes en situation d'handicap profond. Et alors là, je ne cite que les parties dures, mais il y a aussi les parties festives, joyeuses. Mais j'ai conscience que nos cellules ne réagissent pas de la même façon sur certaines notes. Et très récemment, j'accepte aussi qu'il y a quelques notes que j'utilise ou quelques tonalités que j'utilise souvent dans ma musique qui font écho et qui parlent aux personnes qui sont plus sensibles aux réactions des cellules. Et donc, oui, j'ai conscience qu'en tant que chanteuse, j'impacte aussi de cette façon-là. Oui. Et ça m'oblige aussi à être plus attentive. Voilà, quand je crée, je suis de plus en plus attentive à garder aussi cette ligne qui est, ma foi, onéreuse. Oui. Et ça me nourrit aussi, d'une certaine façon. Alors, vous avez travaillé avec toutes sortes d'artistes. Et je suis sûr que vous continuerez à travailler avec beaucoup d'artistes. J'espère encore. et des groupes tout au long de votre carrière. Comment ces collaborations ont-elles influencé l'évolution de votre musique? D'abord, ces collaborations étaient importantes pour apprendre. Moi, j'aime beaucoup collaborer. Là, on parle de musique, mais autant sur des créateurs de vêtements ou sur des réalisateurs de cinéma. J'aime beaucoup collaborer parce que ça permet d'apprendre et d'inspirer aussi. Et donc, ces collaborations étaient, sans aucun doute, une école. Une école. J'ai eu la chance de travailler avec les Polyrythmos. Ça a été une école formidable. Et ce que j'apprends en faisant juste une tournée avec les Polyrythmos, je ne sais pas le quantifier aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Ils ne travaillaient pas forcément avec des jeunes comme moi. Moi, j'avais 21 ans quand j'ai travaillé avec les Polyrythmos. Wow. Et j'étais toute seule, jeunette comme ça, au milieu des grands, des baobabs comme ça, en tournée au Nigeria. Je me rends compte de la chance. Et ils ont été très bienveillants. Nous, qui dans notre culture, des fois, on pense que la transmission n'existe plus et qu'on est en perdition. J'ai eu la chance de vivre ça, moi. Et donc, oui, ces collaborations sont une école. Et elles m'ont beaucoup apporté. Et j'utilise encore toutes ces astuces aujourd'hui. Oui. Collaboration, c'est un mot important dans différents secteurs d'activité. En musique, il y en a de plus en plus. Et vous avez sorti plusieurs projets, notamment. Alors là, j'espère ne pas
hacher le nom non plus, parce que c'est une tellement belle chanson. C'est Sebla Coco. Oui. Gangou, on a vu ça. Et comment votre son a-t-il évolué au fil du temps? Sebla Coco, je ne suis pas l'auteur. C'est une chanson qui existe depuis 60 ans. Une chanson qui m'a influencée et impactée. Pendant une période, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une tournée européenne et j'étais appelée par la communauté béninoise. Donc j'étais en Suisse, aux États-Unis, en Belgique, en France. Et donc, systématiquement, à la fin de mon répertoire Pépé Oleka, je mettais un set de chansons du pays qui allait rassembler les gens. Parce que la diaspora, on a des personnes qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et donc, je faisais un melting pot de chansons connues, populaires, pour rassembler les gens, pour finir la fête de là où on m'appelait en beauté. Et Sebla Coco faisait partie de ce set. Et j'ai remarqué que chaque fois que c'était, peu importe la ville où on était, que ce soit les gens du nord du Bénin qui étaient majoritaires, ou d'autres villes où des gens du sud étaient majoritaires, quand j'arrivais sur Sebla Coco, il se passait quelque chose. Ça apportait une forme de... Les gens étaient en transe. Et moi avec. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas seulement Sebla Coco, il y a 2-3 titres que j'ai repris, que j'ai pas publiés. Ouais. Mais Sebla Coco, il se passait quelque chose. Ouais. Et donc, je décide de la reprendre. Et je la reprends et je mets 5 ans avant de la publier. Wow. Oui, j'ai mis 5 ans parce que j'avais conscience que c'était une chanson particulière. Et il fallait que je sois prête à la porter. Oui. Voilà. Et je mets 5 ans, je finis par la publier et j'avais raison. Elle met toujours les personnes en transe aujourd'hui. Dès que j'ouvre Spotify, la première chanson que je vois de vous, c'est... Oui, vraiment. Ça met toujours les personnes en transe et moi avec. Absolument, absolument. C'est l'effet que ça fait. Allez l'écouter. Allez l'écouter. L'industrie musicale est en constante évolution, notamment avec les plateformes numériques. Comment parvenez-vous à rester dans l'air du temps, tout en restant fidèle à vous-même? Quand j'ai choisi de devenir chanteuse, d'abord, je voulais être choriste, moi. Je voulais être choriste et accompagner les autres. Pour être choriste, il fallait être sur scène. Et cette première idée m'a obligée à faire que de la scène, à tout miser sur la scène. Quand je deviens chanteuse, c'est sur la scène que tout se passe pour moi. Je ne sais pas faire du playback. Quand on m'appelle, je préfère venir avec un pianiste ou un guitariste, faire du live plutôt que le playback. Du coup, ça forge ma personnalité artistique et ça m'aide aussi à tenir face à cette méga modernité aujourd'hui qui fait que la musique est accessible partout. C'est très bien. Je pense que si ma musique est accessible partout, je dois pouvoir venir faire du live partout. C'est comme ça que je vois les choses. C'est une très bonne philosophie. Parce qu'il n'y a rien de tel que le live. Il n'y a rien de tel que le live. En tant qu'artiste féminine en Afrique de l'Ouest, quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Alors, les artistes féminines, je pense qu'on a toutes un point commun, que l'on soit européenne ou africaine. C'est vrai que surtout africaine, on a des idées reçues sur les chanteuses ou des artistes féminines qui ne peuvent pas être mères ou qui ne peuvent pas fonder une famille, être artistes, ou qui ne peuvent pas être en couple, qui sont complètement incapables de mener une vie de couple ou une vie familiale ou une vie maternelle, même. Ça a été un défi. Et ça l'est toujours. Et partout où je passe, je dis toujours, on me demande souvent, que faites-vous à part la musique? Je dis, mais j'ai 3 enfants. Et je n'ai pas peur de dire que j'essaye tous les jours d'être une meilleure mère, mais une meilleure artiste aussi. Une meilleure fille pour ma mère, une meilleure nièce pour ma tante et un meilleur être humain
on a tous des défis à relever. Et pour nous, artistes féminines, un des défis, c'est de pouvoir continuer à faire notre métier et continuer à être une meilleure femme, et une meilleure mère, une meilleure personne sur Terre, une meilleure pratiquante qui continue d'impacter malgré tout ce qu'on doit gérer à côté. Oui. C'est formidable et c'est très louable aussi. C'est la vie de maman, la vie de femme n'est pas une chose, ni une sinécure, ni une chose facile. C'est plus facile pour les hommes, bien souvent. Je ne sais pas. Bien souvent. Je ne sais pas, je suis une femme du coup. Et je ne sais pas non plus du côté de la femme, je fais des hypothèses. Alors, à quoi ressemble le succès pour vous aujourd'hui par rapport à vos débuts? C'est vrai que moi, même à mes débuts, il était important pour moi que je vive de ce que je faisais. Et oui, évidemment, aujourd'hui, je suis mieux rémunérée qu'à mes débuts. Je suis plus structurée. Je sais revendiquer ce que je veux. Je ne sais pas si c'est ça un succès, mais en tout cas, il est important que dans ce métier, on arrive à se faire respecter. Et qu'on puisse aussi dire non. Pour moi, c'est ça le succès, c'est pouvoir dire non. Et aussi prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur plus de monde qu'à nos débuts. J'ai toujours eu un problème avec le succès, moi, je ne sais pas l'exprimer. Et donc, à chaque fois que j'ai cette question, j'essaie de mettre des briques comme ça pour expliquer ce que je ressens face au succès. Très bien. Au cours de vos concerts, et je n'ai pas encore eu la chance d'y assister, mais j'espère bientôt, vous avez certainement eu de nombreuses occasions de prendre la parole en public, pendant les concerts ou hors des concerts. Quels conseils donneriez-vous à notre public pour parler en public? Comment vous préparez-vous? Pendant longtemps, moi, je connaissais pas le trac. Le trac est venu il y a quelques années, et je crois que ça a été lié à un événement très précis. J'essaie de me rappeler qui je suis, pourquoi je fais ce métier et pour qui j'interviens. Parce que en plus, mes spectacles ne sont jamais pareils. Moi qui fais beaucoup de concerts privés, j'ajuste toujours mes spectacles selon le client et selon la scène ou le client. Et donc, oui, il peut arriver que j'ai du trac ou que j'ai quelques difficultés, mais je respire. Dans notre métier, on a besoin de gérer la respiration en tant que chanteuse, et c'est quelque chose que j'active systématiquement. Personnellement, j'ai besoin de calme. D'ailleurs, récemment aussi, je demande, quand on nous appelle pour prester, dans ma fiche technique, je demande un coin où j'ai besoin de calme, où j'ai pas besoin je ne veux pas être dans un brouhaha. Et c'est très récent. Avant, ça ne me dérangeait pas. Je pouvais sortir du marché et monter sur scène sans problème. Et là, depuis quelques années, c'est peut-être l'âge qui fait ça. J'ai besoin de calme, de quiétude, de respiration et de me rappeler qui je suis. Pourquoi est-ce que où je vais et pourquoi est-ce que je dois prester ce soir. Et ça me permet de rester concentré et de ne pas oublier que je travaille sur une constance. Je pense que quand on sait les objectifs qu'on a à atteindre et qu'on se dit vraiment qu'on en est capable, on y arrive. Donc la présence est très importante. Le silence, pouvoir se trouver un lieu calme et tranquille, sans personne. Pour ne pas être contaminé par des discussions, des bruits. C'est très important et ça, c'est depuis 3-4 ans, c'est récent.
j'ai commencé à exiger ça sur ma fiche technique. C'est intéressant. Vous en parlez en disant que c'est peut-être lié à la prise d'âge. Vous êtes une adolescente, on vous donne 25 ans. mais c'est peut-être vrai. Mais c'est vrai que cette présence à soi d'abord, pour pouvoir être présent à l'autre, est très importante, notamment dans la prise de parole en public. Exactement ça. Ouais. Cette présence à soi, pour pouvoir être efficace devant les autres. Ouais, c'est exactement ça. Beaucoup de vos chansons abordent les thèmes de l'amour, la maternité, la résilience. Probablement d'autres que je ne connais pas. Mais pourquoi et comment choisissez-vous ces thèmes? Pourquoi ils sont importants pour vous? Je pense que la bienveillance est une chose que j'ai décidé de cultiver dans mes chansons. Et il y aura, peu importe la dureté du thème ou la direction que je veux donner à mon texte, il est important qu'on perçoive la bienveillance. Et cette bienveillance-là n'était pas évidente chez moi. Je disais au début que j'étais une fille difficile. Je n'étais pas bienveillante avec moi-même. Et je n'arrivais pas à l'être avec les autres. J'en voulais à la planète entière. Et parce que je n'avais pas toutes les informations, ce que je voulais savoir. Et quand je finis par comprendre que, en fait, quelquefois, toutes les informations ne sont pas nécessaires. Il faut juste cheminer pour arriver à accepter que, en fait, il y a des informations que tu n'auras pas. Et donc, dans mes chansons, c'est pareil. Quand j'écris, j'ai besoin de garder ce fil de bienveillance. On n'entendra jamais chanter « l'homme est mauvais » ou « l'homme est méchant »,« l'être humain est pourri ». Non, peu importe les termes que j'aborde, je maintiens toujours ce fil de bienveillance. Ça se ressent d'ailleurs dans votre nature quand on vous rencontre. Cette bienveillance, elle est là, elle est constante. Merci. Je me souviens d'une rencontre à Conakry, je crois, avec Nadia. Avez-vous vécu, au cours de votre carrière, des moments qui ont mis votre résilience à l'épreuve? Et comment avez-vous surmonté ces épreuves? Oui, je crois que ce moment a véritablement laissé des séquelles. Absolument. Absolument. Mais je pense qu'on a aussi besoin de ces moments-là pour nous rendre compte, au final, que nous avons beaucoup de chance d'être choisis par ce métier. Évidemment que c'est jamais facile de sortir de ces turbulences, mais moi, je dis toute ma gratitude à ces moments-là. Et parce que j'ai réussi à être OK. Oui. Nous avons la chance de réaliser que nous avons été choisis par la musique, en fait. C'est ce que vous dites. C'est profond, c'est très profond. C'est ces moments-là qui vous permettent de le réaliser. Vous vous impliquez également dans des initiatives en faveur des femmes, comme le programme BIC avec elle. Avec elle. Pourquoi l'autonomisation des femmes est-elle importante pour vous? Je disais tantôt que j'ai été élevée par ma famille maternelle. Et notamment par 4 tantes différentes. J'étais tantôt 3 mois chez une tante, 1 an chez l'autre, voilà. Et ces tantes-là, c'était les premiers entrepreneurs que moi j'ai eus. Et ça a véritablement forgé la chanteuse que je suis devenue. C'est de l'auto-entrepreneuriat. Absolument. Et j'ai conscience que j'ai une façon d'auto-entreprendre. Et justement, la BIC a quelque chose qui fait écho. Et donc, quand on m'a appelée, ça a été une évidence. Ça a été une évidence et ça fait quelques années que je suis égérie de ce programme. Ce n'est que du bonheur. Pour les artistes en herbe qui nous regardent,
quel est l'état d'esprit qu'ils doivent adopter pour réussir dans l'industrie musicale aujourd'hui? J'aime toujours répéter que le travail, la rigueur, la constance et rester concentré, c'est des choses que je pratique toujours. Quand j'ai commencé, j'étais pas forcément applaudie. Pendant que je faisais les cabarets, moi j'arrivais avec des chansons de Meya Makeba. Des fois, je voulais chanter L'eau qui coule de Meya Makeba. C'était pas la plus connue, mais tout le monde me regardait de travers. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je faisais du Bella Bello à l'époque. Je m'étais spécialisée dans ce domaine-là, dans les chansons africaines. Il y avait les autres qui excellaient dans les chansons américaines, d'autres qui excellaient dans les chansons françaises. Moi, je me suis juste concentrée sur les chanteuses africaines. Je pense que ça fait ma marque aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, on se moquait un peu de moi au cabaret. Parce qu'au cabaret, on avait un public des fois qui n'était pas attentif ou réceptif à ce style de musique que je proposais. Y compris un public africain? Y compris un public africain. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que quand je prends le micro et que j'entame un Bella Bello ou un Myriam Makeba, on m'écoute. Oui. Et à l'époque, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas m'écouter que je me suis dit non, je change de route. Non, je suis restée concentrée, constante. J'ai continué à travailler. Ce sont des points importants. Oui. Formation, constance, concentration et rigueur. Oui. Et rigueur. Ce sont peut-être aussi des passages, des moments où il y avait plus de complexes de nos frères et sœurs africains qu'aujourd'hui, où on commence à accepter son identité africaine. Absolument, absolument. Oui. On commence à porter, à accepter et à l'assumer. Oui. Oui. Pour continuer, donc parler de l'avenir et de la vision, si vous pouviez donner 3 conseils à la jeune femme que vous étiez lorsque vous avez débuté, quels seraient-ils? N'aie pas peur, c'est toujours possible. N'aie pas peur, c'est toujours possible. Oh oui, n'aie pas peur et c'est toujours possible. Parce que je n'avais pas une grande confiance en moi. Je parlais de constance et de rigueur, de concentration, mais je n'avais pas une grande confiance en moi, notamment physiquement. Non, j'avais pas du tout confiance en moi. On ne pourrait pas le deviner. On ne pourrait pas le deviner aujourd'hui. Donc oui, aie confiance en toi et c'est toujours possible. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre enthousiasme vis-à-vis de la musique africaine et mondiale aujourd'hui, et surtout vis-à-vis de la musique africaine à l'échelle mondiale? Moi, je suis très très fière de ce qui se passe. Ah oui, ça va très très vite. Surtout avec cette modernisation où on peut écouter un jeune à Mogadiscio qui vient de créer quelque chose, c'est accessible à tous. Ouais. Ça va très très vite. Moi, je suis très heureuse de ce qui se passe, mais je reste un peu inquiète sur cette vitesse-là. Je crains, j'ai peur un petit peu que ça nous détourne de l'essentiel, qui est aussi de sauvegarder ou de protéger nos cultures. Mais je suis contente de ce qui se passe. Oui, qu'il y ait des jeunes qui sortent et que leur vie change d'un seul coup, parce que leur musique a pu atteindre des niveaux impensables. C'est une bonne chose pour l'Afrique. Absolument, absolument. Il y en a beaucoup ici au Bénin d'ailleurs, et à côté au Nigeria, et partout en fait. Ah oui, on a des pépites au Bénin. Des pépites. Tout à fait. Où voyez-vous les plus grandes opportunités pour les artistes africains émergents aujourd'hui? Eh bien, je pense que... Alors ça reste mon avis.
Moi qui ai fait mon Back to the Roots, après 20 ans passés en France, ma musique est très bien consommée en Afrique. Et c'est en Afrique que je suis la mieux rémunérée. C'est en Afrique que vous êtes la mieux rémunérée. C'est important que les gens... C'est en Afrique que je suis la mieux rémunérée. Ouais. Et j'ai tendance à envoyer paître des gens qui me parlent toujours de faire consommer ma musique à l'extérieur. Pourquoi est-ce que à l'extérieur ta musique n'est pas très populaire à l'extérieur? Je dis mais si je réussis à faire consommer ma musique par les gens d'ici, c'est une victoire énorme. Bien sûr. Et en plus, qu'ils arrivent à me rémunérer au-delà de ce qu'on fait en Europe, c'est exceptionnel. Oui. Donc, à partir de là, moi, je pourrais militer à ce que l'Afrique puisse... C'est un marché incroyable. Quand j'entends les investisseurs, les experts sur ces questions-là, l'Afrique est un marché énorme. Oui. Donc, tout est à faire et il faut y aller. Il faut pas minimiser ce marché africain qui a tout à gagner et d'ailleurs à consommer encore plus nos musiques. Oui. Quelle est votre vision à long terme pour votre musique et votre impact? Moi qui milite pour une constance, j'aimerais rester chanteuse le plus longtemps possible. Et j'aime souvent dire que je préfère impacter 2 personnes pendant 1 million d'années qu'1 million de personnes pendant 2 jours. Je ne sais pas si c'est une bonne formule, mais c'est exactement comme ça que je vois ma carrière et tout ce que je fais. Et j'aime à dire aussi que j'ai plusieurs chansons que j'ai écrites comme ça pour la postérité. Oui. Et je sais que ça mettrait des siècles. Oui. Ne serait-ce que ça me nourrit énormément déjà. Excellent. Alors, on va passer à une autre séquence. Oui. C'est une séquence rapide, mais vous n'êtes pas... Ne vous laissez pas stresser, de toute façon, je crois que vous ne vous laissez pas stresser par quoi que ce soit. C'est questions-réponses, juste quelque chose d'un peu dynamique. Un mot pour définir la musique. Oh, source de vie. Source de vie. Oui. Le studio ou la scène? La scène. Tradition ou modernité? J'ai envie de dire, tradit moderne, c'est un mot? Oui. On utilise de plus en plus, quand on a invité. Tradition. Tradition. La superpuissance musicale de l'Afrique. La tradition. Collaborer ou en solo? Collaborer. Créativité matinale ou nocturne? Nocturne, c'est une catastrophe. Je dors de plus en plus tard, 3 heures du matin. Ouais. À réfléchir au texte, à une mélodie. Ouais. Un artiste qui t'inspire le plus, qui vous inspire le plus? À vrai dire, il y en a plusieurs, chacun dans son domaine. Mais c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Une chanson qui résume votre parcours? Alican. Alican. L'héritage ou la célébrité? L'héritage. Si ce n'était pas la musique, que feriez-vous? Je crois que je serais chef dans un restaurant étoilé. Ah, ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas une seconde. Je n'en doute pas une seconde. En fait, je me suis fait former en France avant de quitter, en cuisine et en pâtisserie. Wow. Parce que depuis mon arrière-grand-mère, on est traiteur. Ah, je ne savais pas. Ma mère est traiteur toujours. Oui. Et donc, à la maison, il y a des grosses gamelles que quelqu'un doit récupérer un jour. Je ne sais pas si c'est moi. Mais j'adore recevoir les amis et faire des 12 couverts, 7 couverts. Il faudrait qu'ils viennent manger un peu. Avec plaisir, avec plaisir.
On arrive presque à la fin. Oh, déjà. Ouais. J'ai deux dernières questions. À tous ceux qui nous regardent à travers le monde, quel message souhaitez-vous que votre musique laisse aux gens? Personnellement, la musique m'apporte une paix insondable. Et c'est ce que je souhaite aussi pour les gens. Ouais. Et pour finir, où peut-on écouter votre musique et suivre votre parcours? Technologia, de toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Mais c'est surtout sur scène qu'il faut me voir. Ce n'est pas la même expérience. Ouais. Vous jouez bientôt dans la sous-région quelque part? Oui, à Cotonou le 28 juin. 28 juin? Oui. 28 juin, oui. Super. Mais on vient de faire l'Institut français, donc là, je reprends du souffle un peu. Ouais. On aimerait refaire, exposer le même spectacle à la place des Amazones. Ah oui. Parce que c'est un magnifique spectacle. Oui. Et on y travaille. Très bien. Yeah. Pépé Oleka, quel moment délicieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un réel plaisir. Plein de succès, plein d'amour, plein de joie, plein de musique. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Ouais.